Et on est en direct. Bonjour à toutes, bonjour à tous. J'ai l'habitude de dire toutes parce que vous êtes souvent plus nombreuses que nombreux dans les cours. On va attendre 2 petites minutes parce qu'on a commencé avec 2 minutes d'avance. Donc je vous rappelle qu'on est en live sur le Facebook de l'Institut Bergonié. Je suis Chef Jésus. On est sur la 7e année de collaboration avec Bergonié, avec cette idée un peu folle qui était née il y a 7 ans de mettre en place des cours de cuisine pour les patients et les patientes de l'Institut. Alors je raconte un petit peu l'histoire. C'est vrai qu'il y a 7 ans, on a démarré... Aujourd'hui, on utilise 2 mots qui sont passés dans le vocabulaire courant, qui sont présentiel et distanciel, des mots qu'on n'avait pas l'habitude d'utiliser. Alors vous l'aurez compris pourquoi on est en live aujourd'hui, parce que les cours en vrai et pas en live, dans la vraie vie, pour l'instant c'est pas possible pour des mesures sanitaires. Donc on continue l'aventure ensemble et on la continue via ce petit écran interposé. Et j'en profite pour vous dire que vous me manquez énormément et que j'espère que bientôt, on aura la chance d'être à nouveau ensemble. Voilà. Même si je pense qu'on continuera quand même ces cours en live, parce que ça permet, pour vous qui ne pouvez pas vous déplacer jusqu'ici à Bordeaux ou dans les food tours qu'on organise de temps en temps en ville, ça vous permet d'être ensemble, ça vous permet d'être depuis chez vous, de cuisiner avec nous. Alors le principe est simple, j'ai donné les recettes à l'Institut Bergonié il y a quelques jours. Je les donne toujours un petit peu au dernier moment parce que ça me permet aussi de travailler avec la saison et selon le marché que je fais. Normalement, vous aviez les recettes et vous les avez toujours en ligne sur l'événement de la page Facebook de l'Institut Bergonié. Et si vous ne cuisinez pas en live avec nous aujourd'hui parce que vous n'avez pas fait vos courses, vous pouvez quand même regarder le cours. Si tout va bien, on l'enregistre à la fin, donc vous pourrez le regarder en replay. Et vous pourrez recuisiner avec moi, mais à un autre moment. Voilà. Je finis juste par remercier l'Institut Bergonié. Ça semble évident, mais comme je vous dis, cette aventure un peu folle. Je salue Martine, qui était une des bénévoles de l'ERI. L'ERI, c'est l'espace rencontre information que vous connaissez à l'Institut Bergonié, qui était venu me trouver cette idée de faire des cours. Et je remercie 2 partenaires historiques, les entreprises Sanofi, qui ont été les premières à nous faire confiance. Sanofi, on est à Bassins, qui ont donné une certaine enveloppe en euros pour qu'on puisse mettre ces cours en place. Et l'autre partenaire historique qui nous suit maintenant depuis 5 ans, c'est l'entreprise Pomona. Pomona, elle distribue surtout de l'alimentaire pour le monde de la restauration, que je salue. D'ailleurs, continuez d'aller au restaurant, il faut soutenir toute la corporation. Et Pomona continue, tous les ans, de nous donner une enveloppe financière qui permet de continuer ces cours. Voilà, donc je les remercie, et je pense notamment au directeur de Pomona, qui nous fait toute sa confiance. Et on continue avec eux. Alors aujourd'hui, on est parti sur 2 recettes. Une entrée, on va s'intéresser à la pomme de terre. Et j'ai oublié de présenter toute l'équipe qui était avec moi, parce que vous ne voyez pas, mais derrière la caméra, il y a plein de monde. Donc on aura Lucie, qui travaille au service de la communication à l'Institut Bergonié, qui, elle, va s'occuper de relayer vos questions. Donc si vous écrivez sur le Facebook, il y a des petites questions, ça passera par la parole, par Lucie, pour que je puisse ne pas être connecté à un écran et être avec vous. Comme ça, je pourrai répondre à vos questions. Et puis on a 2 de mes stagiaires qui sont à l'école Vatel, l'école hôtelière à Bordeaux, qui sont Thelma et Louise. Donc ce n'est pas un film, c'est vraiment la réalité. Et qui sont derrière la caméra et qui vont nous suivre. Voilà, il y a aussi Inès, Nathalie. Enfin, on est assez nombreux aux manettes. Voilà. Les filles, vous allez soulever un petit peu l'écran et on va juste venir ici. Je ne sais pas si vous arrivez à avancer ou sinon je vais mettre... On va faire plus simple. On va mettre le plateau au milieu. Voilà. Et voilà un petit peu tout ce que je vous avais demandé d'acheter. On est parti sur... potage Parmentier. Parmentier, c'est l'inventeur de la pomme de terre. Enfin, c'est l'inventeur de la pomme de terre. C'est celui qui a amené la pomme de terre en France, qui donne donc son nom à ce potage de pommes de terre qu'on va faire avec du lait entier. Ensuite, on va faire un petit mix avec du persil. Vous allez voir, on va mixer du persil avec de l'huile de pépins de raisin. Ça, c'est génial parce que ça prend un goût d'avocat et ça vous fait une huile. D'ailleurs, ça sert à plusieurs choses. Quand vous avez du persil qui est un petit peu en fin de vie, plutôt que de le laisser pourrir, moisir ou de le mettre à la poubelle, vous le lavez, vous l'essuyez, vous le mixez avec de l'huile de pépins de raisin, ça vous le conserve. Cette huile de pépins de raisin au persil, elle vous sert à faire des bases de vinaigrette, à cuisiner, vous l'aurez compris, du coup
on ne jette pas le persil. On fera des petits croûtons et je vous montrerai comment, en mettant des petits points, on fait des spirales. C'est assez joli, ça fait un velouté de pommes de terre, ma foi, qui vous permet de briller un petit peu en société si vous voulez vous la péter au niveau de vos amis. Ça, c'est pour l'entrée. On va partir ensuite sur la mode des bowls, donc les bols en français, où on met plein de choses dedans. Généralement, on met des céréales, on met de l'avocat. Ça vous permet d'emmener des petites choses au bureau. Et bien là, pour ceux qui connaissent ma cuisine depuis pas mal d'années, vous savez que j'affectionne tout particulièrement le quinoa. Donc le quinoa, en plus cocorico, le quinoa qu'on commence à cultiver en France. Ça me fait très plaisir parce que vous savez que le quinoa, quand ça a été à la mode, ça vient de tous les pays d'Amérique latine. On a, nous, par notre acte de consommateur de quinoa en Europe, on a un peu déstabilisé la production du quinoa là-bas et il y a eu pas mal de famines. Alors, ça se rétablit et on fait du quinoa en France, donc on en profite pour acheter des choses qui poussent chez nous par la même occasion. On va faire un taboulé de quinoa et comme Octobre Rose, c'est le mois où on fait toute la campagne de sensibilisation pour le dépistage du cancer du sein. Eh bien, j'ai eu à cœur de faire un quinoa très girly, c'est-à-dire tout rose. Et pour que ce soit rose, eh ben, j'ai pas 36 000 solutions si je veux pas faire du chimique. Donc, on va partir sur de la betterave. Ce quinoa, on va le faire avec du navet boule d'or, avec des champignons, avec du butternut, avec des carottes un petit peu de toutes les couleurs, avec du pané, avec du céleri branche. On aura même un peu de potimarron. Chez vous, vous pouvez aussi rajouter tous les légumes que vous voulez, à condition qu'on reste sur des légumes d'automne. Hein. Essayez de suivre la saison, pour plusieurs raisons. C'est plus sain et ça coûte aussi moins cher. Les tomates, maintenant, on peut passer à autre chose, on attendra l'été prochain. On mettra quelques bâtonnets de pommes granny, et puis j'en arrive au saumon gravlax, et c'est par ça qu'on va commencer, parce que le saumon gravlax nécessite un petit peu de temps au réfrigérateur. J'en ai préparé un que je vais vous montrer tout à l'heure. Et là, on va faire la préparation en direct. Je vous rappelle que vous avez les fiches techniques sur le Facebook de l'événement qu'on a créé sur le Facebook de l'Institut Bergonié. Vous pouvez les suivre, les imprimer, vous les retrouvez après. Donc vous l'aurez compris, vous faites votre vie et vous, finalement, cuisinez soit avec nous, soit un petit peu plus tard. Alors, on est parti en cuisine. Je vais enlever quelques petites choses devant. Et les filles, vous me suivez au fur et à mesure. Vous pouvez plonger dans les casseroles. C'est pas compliqué. Alors, le gravlax ou gravadlax ou gravaax, il y a plusieurs noms. Ça vient du Danemark, Suède. L'idée, c'est de cuire du saumon par un mode de cuisson qui va pas passer ni par les flammes, ni par le micro-ondes, ni par le four. Donc, en fait, on va le cuire sur un mode ancestral qu'on connaît depuis toujours, qui est la salaison, c'est-à-dire cuire par du sel. On a un exemple. J'allais vous poser la question, mais peut-être pas répondre en instantané. Un exemple de salaison bien connu en France, et notamment dans le Pays Basque, c'est le jambon de Bayonne qui est cuit avec du sel. La seule petite condition, c'est que c'est du sel de Salise de Béarn, et donc il faut, pour qu'il ait l'appellation jambon de Bayonne, il faut que ce soit les deux produits réunis. On le cuit dans du sel et après on rince et ça sèche. Alors, nous, pour cela, on a du gros sel. En général, préférez un gros sel gris, ce qu'on appelle du sel mouillé. Vous voyez, il est encore un petit peu mouillé. Pourquoi? Parce que c'est du sel qui n'est pas raffiné, un petit peu comme les sucres blancs et les sucres bruns. Vous en avez à Guérande, à l'île Madame, à Port-des-Barques, à l'île de Ré, à l'île d'Oléron. J'ai aucune préférence. Je rappelle juste que Guérande, peut-être, historiquement, est celui qui a remis la fleur de sel et le gros sel au goût du jour. Il y a eu une grosse campagne de communication à l'époque. Et peut-être que grâce à eux, bien, toutes les autres fleurs de sel existent aujourd'hui, parce qu'il y a eu ce premier mouvement il y a une trentaine d'années. On aura du sucre sur la recette, je vous avais mis du sucre brun. Mais regardez, même au chef, ça arrive. Moi, je suis tombé en panne de sucre brun quand j'ai ouvert mon tiroir. Il n'y en avait plus, donc ce sera du sucre blanc. On va avoir de la betterave pour faire le petit côté zébré. Et puis, on va avoir des baies roses. Ici, vous allez voir, les baies roses, ça s'utilise assez facilement. Et ici, j'ai mis un petit peu de pavot bleu. Voilà. Alors, je vais chercher le pavé de saumon et je reviens. Voilà. Alors, je vous montre. Le pavé de saumon, je l'avais préalablement nettoyé. On le rince à l'eau froide. J'ai demandé à mon poissonnier d'enlever cette partie. Ça, pensez bien à ce qui vous enlève les arêtes qui sont sur cette partie-là et sur cette partie centrale. Vous pouvez les enlever à la maison. Alors, soit... Nous, on appelle ça une pince à épiler, mais c'est une pince un petit peu particulière. Je vais voir si je la trouve dans mes petites affaires.
Alors je ne l'ai pas ici, je vais vous la trouver après. C'est une pince qui permet de tirer les arêtes. Sinon vous pouvez le faire avec un couteau économe, avec cette partie-là que vous venez planter dedans et vous tirez dessus, ça vous permet d'enlever les arêtes. Le mieux c'est quand même de demander au poissonnier. Et je lui ai demandé autre chose aussi, c'est d'enlever la peau aussi. Voilà, donc du coup j'ai uniquement un pavé qui n'a ni peau ni arête. Alors pour l'instant il va rester ici. Et vous fabriquez le mix qui permet de cuire le saumon à l'intérieur. Il n'y a pas de grammage, hein, vous allez voir, c'est relativement simple. Hein. Vous mettez le gros sel. Je vais vous donner plein de variantes d'autres recettes parce qu'on n'est pas obligé de faire que du saumon. Ici, vous mettez un premier lit de sel. Et en fait, pour les quantités de sucre, c'est tout simplement un saupoudrage express dessus. Vous voyez, voilà, j'en mets pas plus que ça. Et ensuite, je prends quelques baies roses. Alors ça peut être du poivre en grains, ça peut être des baies de genièvre, vous voyez, vous pouvez utiliser plein de baies, celles qui vous font plaisir. Moi j'ai pris les baies roses aujourd'hui parce que ça sent très bon, voilà. On va ensuite avec une cuillère venir mélanger cette préparation. Alors le vrai gravlax, c'est avec de l'aneth et aussi du gin, enfin il y a plein d'autres ingrédients. Moi je vous donne une version que j'ai arrangé à ma propre sauce. Pour le côté girly, on va prendre de la betterave. Est-ce qu'on voit bien? Du coup, tout le monde voit bien? Moi, je vais le mettre ici. Et cette betterave, je vais venir la disposer. Alors, comme ça vient, ne vous posez pas la question. Parce que l'idée, c'est qu'on va poser le saumon par-dessus. Et là où la betterave sera présente, ça va colorer le pavé de saumon. Là, il n'y aura pas de betterave. Le pavé de saumon va garder sa couleur orangée. Alors moi je vais faire comme des pastilles. Si vous voulez faire des petits bâtonnets, vous faites des bâtonnets, vous aurez un côté zébré. Aujourd'hui on fait comme on le sent. Voilà. Je vais poser mon pavé de saumon donc tel quel sur mon sel. Et là on refait exactement la même chose. On va recouvrir de sel. Donc ce que je vais faire c'est que je vais mettre ma betterave avant. Alors si vous voulez un saumon qui soit complètement rose à l'extérieur, ce que vous faites, c'est que cette betterave, vous la mixez avec un tout petit peu d'eau, ou alors vous la mixez simplement pour en faire de la betterave râpée, et vous venez la disposer dans le sel, auquel cas vous avez un sel qui va devenir tout rose et qui lui va complètement colorer la totalité du poisson. Ce qui va se passer après, c'est que quand on va couper le poisson, vous le verrez tout à l'heure, eh bien on sera rose à l'extérieur et on sera orange à l'intérieur. Voilà. Et du coup, je repars comme tout à l'heure. Alors là, ce que je vais faire, c'est puisque tout ce sel, je vais l'utiliser là, je vais faire mon propre mélange directement dans mon bol. Voilà, on en a terminé avec le sucre. Je vais mélanger ici. Alors sel et sucre, ça peut paraître une aberration. Les deux sont nécessaires. Parce que vous allez voir que le sucre amène un petit quelque chose de très sympa dans le saumon gravlax. Évidemment, cette préparation, elle ne sert qu'une fois, puisqu'elle partira à la poubelle après. Vous verrez qu'au bout de... Alors, pour faire le saumon gravlax, c'est minimum 2 petites heures pour permettre déjà une première cuisson. Sinon, c'est 12 heures, c'est toute une nuit, et on le rince à la fin. On va y revenir tout à l'heure quand ça va ressortir du four. Ici, vous mélangez. On pourrait zester de l'orange à l'intérieur, on pourrait zester de la mandarine, de la clémentine, on pourrait zester des agrumes aussi. Bon, enfin, vous l'aurez compris, vous pouvez faire plein d'arômes différents. Là, je vous donne juste la marche à suivre pour la base. Après, vous savez que toutes mes recettes, ce que je veux, c'est que vous les appropriez, elles deviennent les vôtres. Et quand vous me racontez les histoires que vous avez fait avec mes recettes, vous savez que ça me plaît aussi énormément. Voilà, on met dessus. Là, au bout de 2 heures, on aura un sel qui va être légèrement mouillé. Pourquoi? Parce que qu'est-ce qui se passe maintenant? Le sel va, lui, cuire le saumon, va en fait pomper l'eau qui est à l'intérieur, elle vient assécher le produit et on va se retrouver avec de l'eau qui va commencer à déborder dans la cuve. Qu'est-ce qui se passe au bout de 12 heures en général? Eh bien, on a de l'eau quasiment partout et on a un sel qui s'est complètement humidifié, qui a même commencé à fondre. Donc vous l'aurez compris, une fois qu'on a fini avec ça, on le retire, le sel on le jette et on va rincer son pavé à l'eau froide. Vous allez voir, souvenez-vous de la couleur qu'il avait là, un petit peu orangé. Vous allez voir qu'il prend une couleur orange, un petit peu plus foncée, un peu comme la peau de clémentine ou de mandarine d'ailleurs, il devient beaucoup plus orange. Donc ça, je vais le filmer et on va le mettre au fond.
Allez, moi j'avais tout sous la main. J'espère que chez vous, vous n'êtes pas trop perdus. Est-ce qu'on pourrait savoir, tiens d'ailleurs, est-ce qu'il y a des gens qui cuisinent actuellement avec nous ou pas? Et combien nous sommes à peu près? Est-ce qu'on le sait? Alors, on est 16 actuellement, on a été une vingtaine au début. Ouais. Et une personne trouve le plateau de présentation des légumes très joli. Ah, ça donne envie. Bon. Ça donne envie. Merci. Bah, je fais toujours un plateau comme un tableau parce que ça permet de montrer un petit peu tous les éléments. Donc à la fin, quand il n'y aura rien sur le plateau, ça veut dire que la recette est finie. C'est comme ça que je fais pendant mes cours. Tout est sur la table et quand il n'y a plus rien sur le plan de travail, c'est qu'on est arrivé à la fin. Donc je rappelle pour ceux qui nous rejoindraient qu'on vient de faire la partie du milieu de la deuxième recette, c'est-à-dire le saumon gravlax, mélange de gros sel, sucre, baie rose, de la betterave par-ci par-là. Vous voyez qu'elle commence déjà à faire son boulot. La betterave, elle commence à suinter. Elle va venir colorer. J'en ai mis un autre qu'on va sortir dans une petite heure. Et donc ça part minimum 2 heures au réfrigérateur. Toujours réfrigérateur, hein, pas à l'extérieur. Maximum 12 heures au frais. Voilà, ben ça c'est fait. On va pouvoir passer à la suite du programme, c'est-à-dire au potage. Alors, j'affectionne particulièrement ce potage parce que c'est un potage relativement simple. Une base, qui est la pomme de terre. Là aussi, c'est un exemple aujourd'hui. Si demain vous voulez faire pomme de terre topinambour, pomme de terre rutabaga, vous allez voir que c'est facile d'introduire du végétal finalement dans notre alimentation. Alors, il nous faut un faitout. Moi j'ai choisi une casserole suffisamment grande. Et on va mettre une base d'huile d'olive. En général, je mets l'équivalent d'une cuillère à soupe. Donc vous pouvez tester à la maison. Moi j'utilise des petites fioles, donc je sais exactement ce que j'enlève. Il faut tapisser le fond de votre casserole. Et on va mettre aussi une petite noix de beurre. Ici aujourd'hui j'utilise du beurre doux, c'est pas du beurre demi-sel. J'en profite pour vous montrer. On allume au feu minimum, puisque l'idée c'est de faire fondre le beurre et de le mélanger avec l'huile d'olive. Ça c'est un principe plutôt de santé. Les huiles d'olive, toutes les huiles, elles ont ce qu'on appelle un point de fumée. C'est assez clair dans la définition, c'est-à-dire que quand vous avez une huile qui fume légèrement, eh bien cette fumée vous indique que justement on a atteint le point de fumée. Le point de fumée, c'est le seuil de dégradation des molécules du corps gras. Donc à partir du moment où il y a de la fumée, normalement on part du principe que c'est une huile qui devient impropre à la consommation. Donc quand on cuisine, on essaie justement de l'éviter. De la même façon qu'une poêle qui fume dans laquelle on n'a mis aucune matière grasse, c'est pas forcément bon signe pour votre santé, parce que ça veut dire que c'est votre revêtement qui fume, donc ça veut dire que vous avez abîmé. Donc en fait, une poêle, c'est pas très poétique ce que je vous dis, mais c'est un peu comme une voiture. En général, j'ai l'habitude de vous dire que vous démarrez pas en cinquième. On démarre au point mort, on passe la première, la deuxième. Enfin, vaut mieux pour vos moteurs si vous gardez vos voitures très longtemps. Et bien pour les casseroles, c'est la même chose. Si je mets à fond à neuf ou le turbo, ça veut dire que j'ai démarré en cinquième. Ça veut dire que tout se met à chauffer, mon corps gras brûle excessivement vite. Alors que là, en fait, je veux d'une part que ça fonde pour que mon beurre et mon huile se mélangent. Après, je vais mélanger les molécules des deux. Pourquoi je fais ça? Parce que le beurre, si on classe tous les corps gras, le beurre pour l'origine animale ou la margarine d'origine végétale, c'est la plus fragile dans la gamme des corps gras. Et après, on passe sur tournesol, colza, pépins de raisin, qui est une des plus costauds, huile d'olive. Au passage, je vous donne les deux plus costauds au monde, l'huile de riz. C'est pas pour rien que les Asiatiques cuisinent et font frire les nems dans de l'huile de riz. Et la plus costaud au monde, qui dépasse, je ne sais plus quel point de fumée en degrés, c'est l'huile de coco. Et malheureusement, l'huile de coco, de noix de coco, elle a un vilain défaut, c'est qu'elle a un méchant goût de noix de coco. Voilà, donc du coup, un peu compliqué à utiliser dans beaucoup de cuisine qui va avoir des goûts. On commence avec la pomme de terre, je fais en même temps que vous, un petit cul de poule ou un récipient. Je le répète à chaque fois, mais c'est important, on n'est plus jamais de choses au-dessus d'une planche à découper. Une planche à découper sert à faire des découpes avec des légumes ou de la matière première qui est propre. Voilà. Donc là, je vais éplucher au-dessus de ma cuve. Je vais vous faire l'exemple avec 2 pommes de terre, hein, vous allez voir. Donc chez vous, je vous avais demandé de prendre 3-4 grosses pommes de terre. Là, on va juste les passer rapidement sous l'eau et je vais vous montrer que rien de compliqué dans la découpe. Vous voyez, une fois que c'est épluché, hop.
on vient rincer et on fait ce qu'on appelle une coupe paysanne, c'est-à-dire des gros morceaux. Il n'y a rien de très compliqué là. D'habitude, je vous fais faire des brunoises, des petites mirepoix ou encore des choses un peu plus compliquées. Là, c'est rien de compliqué. Je vais éplucher les deux autres. Allez, on recommence. S'il y a des questions, n'hésitez pas. Je ne sais pas si vous pouvez... Alors, je ne sais pas si sur les Facebook Live, vous pouvez parler, on peut vous entendre, je crois pas. Mais par contre, vous pouvez peut-être écrire sur vos tablettes ou vos smartphones. Une personne est très contente pour tous ces petits conseils que tu donnes. Merci. Mais n'hésitez pas si vous en voulez plus, parce que je ne pense pas forcément à tout. Ensuite, on va faire l'huile de persil. Allez, je fais encore 3e pomme de terre. Je vous montre ici, je suis en train d'utiliser un économe qui est un peu moins courant que ce que vous avez l'habitude. J'en parle très souvent, c'est ce qu'on appelle un couteau épluche peau fine. C'est-à-dire que ça permet de peler... regardez, il aime bien la peau, il faut faire très attention, surtout la peau de nos mains, on fait attention à ne pas se couper. Il est légèrement cranté, ça permet de couper tout ce qui est tomates, aubergines, les poivrons, ça ne résiste pas à la peau du poivron. Tout ce qui va être kiwi, vous l'aurez compris, dès qu'il y a quelque chose d'un peu compliqué à découper. Et vous voyez qu'avec la pomme de terre, en plus, ça marche super bien. On a un petit rayon de soleil qui vient d'arriver. Je ne sais pas si j'ai dit où on était finalement, parce qu'on a présenté l'Institut Bergonié, on a présenté aussi toute notre histoire qui dure maintenant depuis 7 ans. On a expliqué pourquoi on faisait des cours en distanciel, puisque avec les normes sanitaires, eh bien, on a mis à l'arrêt un petit peu toutes ces rencontres hebdomadaires. On est ici rue Pelleport, pas très loin de la gare Saint-Jean à Bordeaux. Vous êtes dans mon atelier. Voilà, et je suis Chef Jésus pour ceux qui nous rejoignent, mais je crois que c'est marqué en gros dans le titre de l'événement, donc vous le saviez déjà. On est sur le potage parmentier. On continue avec les pommes de terre. Alors, regardez, on va faire une... Louise, on va faire une plongée sous-marine dans la cocotte. Est-ce que tu peux t'approcher un petit peu ? Quand je disais tout à l'heure que le beurre était le corps gras le plus fragile si on les classe, regardez, mon beurre, en fait, il se retrouve ici. Et dans le beurre, on va trouver deux parties. On va trouver ce qu'on appelle le bas beurre ou la caséine et le beurre fondu. En fait, en général, quand vous voulez utiliser du beurre à la maison et ne pas le brûler, on fait ce qu'on appelle un beurre clarifié. C'est-à-dire qu'on met dans une grande casserole une grosse partie de beurre, on le fait fondre et on va récupérer juste ce beurre clair. Le beurre qui tombe au fond, en général, on s'en débarrasse parce que c'est ça la partie fragile du beurre. Alors, en cuisine ménagère, on va trouver une autre solution. On prend une spatule. Une fois que ce beurre est fondu, on vient avec le dos de la cuillère, on vient mélanger les deux. Voilà. Et là, maintenant, j'ai les avantages du beurre sans avoir les inconvénients de sa fragilité. Alors, moi, je vous raconte ça. Je suis très à l'aise avec tout ce que je raconte parce que ce dont je vous parle, c'est ce qu'on m'a appris à l'école, c'est ce qu'ont m'a appris mes pères ou mes professeurs. Pourquoi je vous parle de ça? Parce qu'il y a un chimiste, il n'y a pas très longtemps, sur Internet, qui s'est amusé à décortiquer ce vieux truc qu'on utilise, nous les cuisiniers, et qui a prouvé que, soi-disant, ce qu'on raconte, c'est pas vrai, parce que, chimiquement parlant, les molécules, le truc, ça sert à rien. Moi, je peux vous dire que je fais ça depuis 25 ans, et ça marche, et je brûle pas mon beurre. Du coup, j'invite ce chimiste à venir dans mon atelier, parce que comme ça, on aura une petite discussion tous les deux, il m'expliquera le pourquoi du comment. Mais voilà, ça fonctionne, donc faites des choses. Si elles fonctionnent, si pour vous elles ne fonctionnent pas, vous les laissez tomber et vous passez à autre chose. Je vais mettre ma pomme de terre. Donc là maintenant, je vous disais qu'on ne démarrait pas en 5e. Par contre là, je vais pouvoir monter un petit peu. Donc j'ai des plaques qui moi vont de 1 à 9. Donc là par exemple, je suis sur 7. Ce que je veux provoquer, c'est que mon beurre se mette à mousser et que je fasse colorer un petit peu mes pommes de terre. Je vous rappelle que je les ai juste pelées, lavées. Je ne vais même pas essuyer, je les ai secouées dans l'évier. Et ensuite, on les a découpés en gros morceaux, ce qu'on appelle communément une taille paysanne. On va faire un petit rissolage express. Et la deuxième chose qu'on va mettre dans cette cocotte, c'est l'oignon. Et je vais vous expliquer pourquoi je n'ai pas mis l'oignon en premier. Et on va en profiter pour apprendre à découper un oignon dans les règles de l'art. Je fais un petit peu de rangement. Alors, autre indicateur, on a parlé du beurre mélangé, des corps gras, comment ne pas les abîmer. Autre chose importante, c'est de toujours écouter vos casseroles. Vous me direz, vous avez peut-être autre chose à faire, mais c'est important quand on est en cuisine, parce que tant que ça crépite, ça veut dire que tout se passe bien.
à partir du moment où je veux rissoler quelque chose. Il se passe deux phénomènes. On a le petit crépitement qui doit avoir toujours la même mélodie. Si le crépitement devient trop sec, trop claquant, c'est que votre feu est trop fort. Ça veut dire que la rencontre... Ce que vous entendez, le crépitement, c'est la rencontre de l'eau et de l'huile en fait. Hein. C'est ça ce qu'on entend. C'est l'eau qui sort et qui frappe sur l'huile et qui donne ce bruit-là. Par rapport à l'eau, une personne demande si l'eau n'est pas gênante. Est-ce que ça ne va pas coller? L'eau qui est sur les pommes de terre? Non, non, s'il y a suffisamment de matière grasse au fond, il n'y a pas de souci. Alors, il y a autre chose par rapport au fait que ça puisse coller ou pas. Ça peut dépendre de plein de choses. Si vous avez une casserole qui a un revêtement abîmé, forcément, ça risque de coller. Là, je suis sur de l'inox. Ces casseroles, elles ont une dizaine d'années. Je m'en sers quasiment tous les jours. Il faut qu'il y ait suffisamment de gras au fond. Là aussi, ne vous trompez pas. On fait la chasse au gras et je suis d'accord avec toutes les diététiciennes et tous les nutritionnistes, et je bosse depuis 7 ans avec ceux de Bergonier, je les salue au passage parce qu'ils ont une équipe formidable. On lutte contre les gras qui bien souvent sont dissimulés dans les plats tout prêts ou ce qu'on appelle aujourd'hui un petit peu la malbouffe ou la bouffe industrielle. Je pense que vous n'aurez aucun nutritionniste ou diététicien qui vous interdira de consommer de l'huile d'olive ou de consommer de l'huile de pépins de raisin et qui vous dira au contraire de varier les huiles. Après, dans cette consommation, tout est une question de quantité. Si effectivement pour faire ce potage, vous mettez 500 g de beurre, moi je ne suis pas nutritionniste, mais je vais crier au loup bien avant eux. D'accord? Donc un petit peu de matière grasse, c'est plutôt celle-là qu'on va privilégier. C'est la même chose avec le sel et le sucre. Hein. On lutte contre le sel et le sucre qui sont planqués dans les gâteaux industriels. Où je vous donne l'exemple des cordons bleus que vous donnez souvent à vos enfants. Bien, amusez-vous à regarder ce qu'il y a comme gras, sel et sucre dans un cordon bleu industriel. Et je pense que vous allez juste vous faire un peu peur et qu'après vous suivrez mon prochain cours sur les cordons bleus. Donc on va voir si ça colle ou pas. Venez voir ici. Regardez, là je vais remuer. Ça n'a absolument pas collé. Et ce que je voulais obtenir, c'était deux choses. Je vous montre ici. Une petite coloration, parce que cette coloration, elle vient donner du goût à mon potage. Et puis ensuite, un petit côté translucide, on dit qu'on amorce la cuisson. Regardez ce qui s'est passé. Là, le gras a commencé à attaquer la pomme de terre. Et ça va rendre un petit peu poreux cette partie-là, ce qui fait que quand on va le cuire dans le lait, on va avoir une meilleure absorption. C'est aussi pour ça qu'on faisait revenir les choses dans un petit peu de matière grasse, hein, c'est pas pour passer le temps. Je termine avec ça, parce que du coup il y a déjà mes pommes de terre qui sont en train de cuire. Allez, regardez, on accélère un petit peu. Voilà, hop, voilà, rien de compliqué. Et ça c'est parti. Quand je vous parlais du bruit, dites-vous que le bruit c'est un indicateur que votre voiture, entre guillemets, ne va pas caler et que vous êtes à la bonne vitesse. Sinon vous passez vos rapports au fur et à mesure, c'est-à-dire que vous montez. D'ailleurs, quand les casseroles commencent à faire un peu moins de bruit, j'ai l'habitude de dire qu'il faut monter le son. C'est-à-dire que vous montez, vous voyez là par exemple ça fait un peu moins de bruit. Pourquoi? Parce que j'ai rajouté des nouveaux éléments, que ces éléments sont froids, et donc du coup ça vient un petit peu refroidir mon corps gras. Donc c'est juste une histoire que le corps gras, que la chaleur générée dans la casserole reprenne son souffle. Et dernier indicateur, c'est cette vapeur que vous voyez arriver. Tant qu'ici vous avez quelque chose de transparent et de translucide, tout va bien, c'est de la vapeur. Quand ça devient un peu épais, un peu opaque, un peu dru, un peu trop blanc, c'est de la fumée. Et on dit qu'il n'y a pas de fumée sans feu, hein, donc en général ça veut dire qu'en dessous c'est en train de brûler. Donc je rappelle, petit crépitement, toujours à la même sonorité, on va dire au même volume, et une fumée transparente, une vapeur transparente, pardon, qui vous rappelle que tout va bien. Allez, je baisse un tout petit peu pour que ça mijote et on va s'occuper de l'oignon. Vous allez voir qu'il n'y a rien de compliqué dans cette recette. Alors, comment couper un oignon sans pleurer surtout, et comment arriver au bout sans se couper, c'est ce qu'on va voir ensemble. Regardez, on va prendre un oignon. Celui-là, il n'y a rien d'exceptionnel, hein. Je l'ai acheté au marché, il n'est pas truqué, il n'y a pas de magie dans cette histoire. On va déjà lui couper la tête ici. Donc on va enlever cette partie-là. Je vais prendre un couteau un peu plus aiguisé. Ce sera plus simple. Voilà, on lui enlève juste cette tête-là. Et je vais reprendre mon autre couteau. Au niveau du pied, vous lui enlevez ce qui vous gêne ici. On va juste se servir. Je vais éloigner un tout petit peu. Voilà, on aura un petit peu moins de bruit dans les oreilles. On va juste se servir de la pointe du couteau ici pour venir faire une toute petite entaille au pied. Ça, c'est ce qu'on apprend au CAP. Hein. C'est-à-dire que j'enfonce pas plus que ça.
à l'intérieur de mon oignon et je viens tourner tout autour de cette partie. Pourquoi? Parce que cette partie elle est très fragile et qu'en fait vous allez voir ça va me permettre de libérer une première peau et surtout ça va me servir à tenir mon oignon. Donc je rappelle, on enlève la tête, on arrase ici autour du pied tout doucement et ensuite à partir de ce pied là on va faire deux incisions, une qui part du pied vers la tête, voilà, je rappelle que j'ai juste enfoncé la pointe de mon couteau, on va faire la même chose ici du pied vers la tête. Et maintenant, un petit peu comme vous seriez en train de peler un chorizo ou un saucisson, on va simplement enlever les différentes pelures de l'oignon. Alors, souvent on me pose la question de savoir quand est-ce qu'on sait qu'un oignon est pelé. En fait, on sait qu'un oignon est pelé quand il brille. C'est-à-dire que quand vous êtes sur des parties brillantes, c'est que vous avez enlevé... Ça, c'était une ancienne pelure qui brillait avant. Hein. C'est simplement que au fur et à mesure que l'oignon sèche, les pelures sont en train de sécher et du coup, on a la partie non altérée qui est à l'intérieur. Continuez d'utiliser votre couteau. Souvent, vous faites ça avec le bout des doigts ou les ongles. Ce qui a deux inconvénients. C'est que vous avez du jus d'oignon qui se met sous les ongles. Donc souvent, ça ne sent pas très bon. Donc après, il faut brosser. L'autre inconvénient, c'est qu'à un moment, quand vous avez les yeux qui vous picotent un peu, parce que vous allez voir qu'on se prend quand même des projections d'oignon, on a tendance à se frotter les yeux en oubliant qu'on avait du jus d'oignon. Et en général, c'est à ce moment-là qu'on se fait très mal. Alors regardez, là j'ai un oignon qui a pris sûrement un petit coup de cabosse, donc du coup ça s'est un petit peu abîmé. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais ici l'entailler un tout petit peu plus pour enlever une peau supplémentaire, vous voyez, et me débarrasser de cette partie-là. Donc je ne vais pas le faire sur la totalité de l'oignon, puisque finalement l'autre partie n'était pas abîmée, donc ça ne sert à rien de jeter celle-là. On enlève la tête, on arrase autour du pied, vous voyez, ça m'a permis de pouvoir enlever toutes les peaux sans toucher à cette partie-là, qui a tendance à vouloir sauter un peu facilement parce qu'elle est très très sèche en fait. Allez, j'enlève la casserole. On passe sous l'eau pour deux raisons. Souvent, vous pouvez avoir un peu de poudre, un peu de moisissure sur l'oignon, parce qu'il y a des conservateurs souvent sous les oignons. Il a commencé à prendre un petit shoot, il a commencé à moisir, ça fait un petit peu de moisissure, donc de poudre. Et quand vous le pelez, vous vous rendez compte qu'il y en avait dessous. Ça n'arrive pas tout le temps. Et puis je le lave aussi, parce que il faut bien laver les légumes, et parce que cette eau que j'ai mis au-dessus va me servir d'écran naturel pour protéger mes yeux. Alors regardez maintenant, on va partir tout simplement sur cette partie-là. On va couper notre oignon en deux, voilà, en passant à travers le pied. Du coup, je me retrouve avec deux parties identiques. Vous voyez, toutes les feuilles de l'oignon sont tenues par mon pied. Vous d'habitude, et moi le premier, avant de passer mon CAP, j'avais tendance aussi à couper le pied ici. Qu'est-ce qui se passait quand on coupait le pied ici? Eh bien du coup, toutes les feuilles d'oignon n'étaient plus solidaires du pied, et quand vous commencez à couper votre oignon, vous avez l'oignon qui part un petit peu en live. Alors, on va le poser de cette façon-là, et on va faire deux entailles. Une première dans la verticale, et vous voyez que je suis en train de ciseler, c'est-à-dire je prends bien soin d'avancer, de reculer mon couteau. Je ne suis pas en train de faire ça. Pourquoi? Parce que qu'est-ce qui se passe? Quand vous faites ça, en fait, vous pressez sur l'oignon, vous avez beaucoup plus de projection que quand vous êtes en train de faire ça. On va aller faire un petit tour dans la casserole. Je finis ma première verticale. Et bien évidemment, si on peut s'approcher un petit peu peut-être, je ne vais pas jusqu'au bout de l'oignon, c'est-à-dire je me suis arrêté avant le pied. Voilà, ici je fais un petit tour de piste. Et je vous montre ce que je voulais obtenir, c'est-à-dire une jolie coloration sur mes pommes de terre. Voilà. Et maintenant, on va rajouter l'oignon à l'intérieur de cette préparation. Donc ensuite, après la verticale, je vais faire une taille horizontale et je pars dans ce biais-là, tout simplement. Voilà. Et ensuite, on va pouvoir faire la dernière découpe puisque l'idée c'était de ciseler un oignon. Donc on va tout simplement partir comme ça. Et vous allez voir que là, vous avez votre oignon qui est entièrement ciselé, qui ne part pas en cacahuète parce que du coup il est tenu par la base. Hop, on va aller jusqu'au bout, ici, là, voilà. Et quand vous êtes arrivé au bout, on remet quelques petits coups d'entaille et on y va tout simplement de cette façon-là. Voilà ce qui reste à la fin. Voilà, juste le pied. Allez, je refais ici un peu plus rapidement. Hop, petite entaille en verticale. À l'horizontale. Faites attention à vos doigts hein, quand vous faites ça. Moi j'ai un couteau d'office là qui coupe très très bien. On met tous les doigts dessus et on est parti de cette façon-là. À l'horizontale. Et ensuite, comme je le disais tout à l'heure, on termine
ici. On va rajouter les oignons dans la préparation. Donc je rappelle ici on avait un mélange de beurre et d'huile d'olive. On rajoute toujours, donc là j'ai soulevé ma planche, on rajoute toujours avec le dos du couteau. Un couteau ça ne se traîne pas sur la lame, ça se traîne toujours sur le dos du couteau. Auquel cas, il y a deux choses qu'on ne fait pas avec les couteaux, hein. C'est les taper comme ça parce que ça abîme le fil. Et on ne les traîne pas sur leur lame. Alors pourquoi j'ai rajouté l'oignon après? C'est que bien souvent, vous voyez là maintenant on va le... Je ne sais pas si vous voyez dans les casseroles, voilà, on va se mettre ici. On va bien le faire revenir un petit peu. Là du coup je vais m'aider encore un petit peu avec de la matière grasse. On va rajouter un tout petit peu d'huile d'olive. Voilà. Pour l'instant, on n'a pas salé, on n'a pas poivré, on est simplement sur la première cuisson. Éloignez-vous des casseroles. Hein. Vous voyez, moi, j'ai des lunettes là aujourd'hui, donc du coup, ça me protège un petit peu, mais ça pique quand même un petit peu les yeux. Voilà, on fait revenir. Alors, pourquoi j'ai mis l'oignon en deuxième? Parce que l'oignon, l'ail, l'oignon nouveau. Je suis désolé parce que je me suis pris de l'oignon. Vous voyez, ça arrive à tout le monde. Hein. Alors, donc il faut toujours s'éloigner un petit peu. Ce sont des végétaux qui sont assez fragiles. Quand on vous demande de commencer, je vous donne juste l'exemple par exemple d'une soupe de carottes, pommes de terre, poireaux, et vous allez mettre de l'oignon. On vous dit forcément de commencer par l'oignon, de faire rissoler vos pommes de terre, vos carottes. Quand vous êtes arrivé aux carottes et que vous mettez le poireau, votre oignon il est complètement cramé la plupart du temps. Donc commencez par les éléments les plus longs à cuire, c'est-à-dire la pomme de terre et la carotte, sachant que le poireau fait partie aussi de la famille des AUX, A-U-L-X, c'est-à-dire donc des oignons et de l'ail. C'est pas pour rien que le poireau, quand vous le cuisinez, ça pique aussi un petit peu quand vous le découpez, parce qu'il y a aussi cette petite substance qui nous pique les yeux. Et on terminera par le poireau à faire revenir, et les oignons, et après vous mettez votre eau ou votre bouillon, et vous faites votre soupe. Et vous verrez que ça ne change rien du tout. Auquel cas, si vous commencez par l'oignon, on le rissole, on le réserve, donc ce qui suppose de salir un ustensile supplémentaire, et ensuite on fait ses pommes de terre, ses carottes, et on remet dedans. Donc plutôt que de salir un bol, mettez-le à la fin, et ça revient au même. Allez, je mets un petit peu d'ordre, parce que sinon vous allez dire que le cuisinier c'est un petit cochon. Voilà, on est presque à la fin de cette première recette. On va s'occuper de l'huile de persil, et là du coup on va rajouter, je vous avais dit qu'on n'avait pas mis de sel, donc on va rajouter un petit peu de sel. Voilà, je vais rajouter un petit peu de poivre ici, pointe de couteau. Voilà, et une fois que c'est rissolé, je vous avais demandé d'acheter voilà, du lait entier, donc on va mouiller cette préparation. À peu près pour les 4 pommes de terre, je mets le litre de lait entièrement. Voilà aussi pourquoi c'est un velouté. Hein. Les soupes, souvent, c'est avec des bouillons ou de l'eau. Et les veloutés, c'est souvent à base de crème ou de lait. Regardez, je recouvre entièrement. Pourquoi? Parce que la pomme de terre, elle lâche beaucoup d'amidon. Vous allez voir que c'est un potage qui est très onctueux, très savoureux. Donc, la petite astuce ici, c'est juste de porter à ébullition. On va remuer et quand ça va être en train de frémir, on va couvrir et on va laisser mijoter. On n'oublie pas qu'on est en train de cuire dans du lait. Donc, le lait, ça déborde assez facilement. Donc, on fait attention, on reste attentif. Voilà, donc là, pour l'instant, j'attends que ça mijote. Je rappelle qu'on a donc notre saumon gravlax. Ça fait 37 minutes qu'on est ensemble. Donc, on a 2 petites heures, en général on finit un tout petit peu avant, sauf s'il y a beaucoup de questions. Le saumon gravlax, donc il est déjà parti au sel, au sucre et baie rose avec sa betterave, pour faire un petit clin d'œil à Octobre Rose. Et on a le potage parmentier, donc qui est déjà en route avec pommes de terre, oignons. On va s'intéresser donc à 2 autres éléments de la recette, qui sont la petite huile de persil, qui va nous permettre de donner du goût au potage, et qui va aussi nous permettre de faire des petits dessins. Vous allez voir, c'est très rigolo au moment où on fait le... Ça amuse beaucoup les enfants au moment où on fait le dressage. Alors, ici j'ai un bouquet de persil que j'ai pris ce matin au marché. Pour l'instant, donc, il n'y a rien qui a été nettoyé. Hein. Je cuisine en même temps que vous, je ne prépare jamais rien à l'avance. On va prendre quelques brins du bouquet. Je prends à peu près une dizaine de brins.
Vous allez comprendre pourquoi, parce qu'il en faut pas mal pour faire cette... en fait, c'est comme une purée de persil. Hein. Voilà. Vous le nettoyez, vous le rincez. La première chose à faire, c'est de, avec un petit chiffon propre, c'est de le sécher légèrement. Parce que je vous rappelle que l'eau et l'huile, ça fait pas bon ménage, même quand c'est à froid. Voilà, donc je les suis. On n'a plus besoin de ça. Donc quand je vous dis qu'à la fin, sur le plateau, il n'y a plus rien, c'est qu'on a fini le cours. Vous allez voir. Je mets tout ce dont j'ai plus besoin au fur et à mesure. Ici, j'ai gardé les queues, c'est tout à fait volontaire. Je vais vous montrer quelque chose, une bêtise qu'on fait avec le persil, et d'ailleurs un gaspillage énorme qu'on fait avec le persil, c'est qu'en général, alors quand vous avez une tige de persil, en général vous prenez uniquement les feuilles. Alors déjà une petite astuce, quand vous voulez enlever les feuilles, ne laissez pas votre tige là qui tiendra jamais droite, ça s'équeute en fait la tête en bas. Regardez, si vous prenez comme ça, c'est beaucoup plus facile d'équeuter une tige de persil la tête en bas que si vous l'aviez comme ça où vous allez chercher à accueillir votre persil. Alors en général, une fois que c'est équeuté, bien, ça je ne sais pas pourquoi, il y a quelqu'un un jour qui a dit que ça partait à la poubelle, alors qu'en fait ça c'est entièrement comestible de plusieurs façons. Une fois que c'est lavé, bien évidemment, ça peut être taillé en tout petits morceaux, et quand vous faites par exemple une persillade avec ça émincé, votre ail émincé, vous pouvez très bien mettre les queues de persil émincées à l'intérieur et vous faites revenir avec vos champignons ou autres. Vous allez voir que du coup vous avez le double de persillade et ça c'est entièrement digeste et ça a d'ailleurs beaucoup plus de goût de persil que la feuille. Et quelque chose que je fais dans mes cours pour montrer à mes élèves que c'est un non-sens de jeter, c'est qu'on fait toujours le même test. Et là, je vous rappelais qu'on était avec Lucie, donc là je donne un petit bout à Lucie. Et Thelma et Louise, qui sont, grâce à elles, avec qui on est en train de filmer, elles vont le faire en même temps que nous. Eh bien, à la maison, amusez-vous à faire la même chose. Sentez le persil là, qui ne sent pas grand-chose. Amusez-vous juste à froisser cette tige de persil. Et maintenant, amusez-vous à la sentir. Voilà, vous allez voir. Vous allez comprendre pourquoi je vous dis de garder les queues de persil. C'est qu'en fait, tout le jus est à l'intérieur, toute l'essence est à l'intérieur. Souvenez-vous maintenant peut-être d'avoir observé votre grand-mère ou peut-être votre grand-père, votre maman qui cuisinait. Eh bien, moi j'avais une grand-mère qui faisait ça, qui prenait les queues de persil en fait et qui les froissait avant de les jeter dans la casserole. Au début, je pensais que c'était une croyance, je n'ai pas compris, jusqu'au jour où j'ai compris que finalement le fait de les froisser, c'était simplement pour faire sortir un petit peu toute l'odeur. Louise est en train de, vous ne le savez pas, mais elle est en train de se shooter avec les queues de persil. Et on met dedans. Alors, qu'est-ce qui va se passer? Par exemple, celle-là, effectivement, je vais en prendre une autre, ou deux, trois autres comme ça, que je vais laver, vous allez voir, et qu'on va simplement froisser, et qu'on va mettre à l'intérieur du potage, par exemple. On va les mixer après, donc ça va disparaître, ça va donner un petit goût de persil à notre potage. Ce que j'essaie de vous expliquer, il y a un petit cube, vous savez, un petit cube de poudre que vous achetez dans les magasins, contre lequel je lutte depuis des années, et pourtant, Dieu sait si je l'ai utilisé moi aussi pendant des années, qu'il soit bio ou pas bio, qui est souvent fait d'arômes de synthèse, de choses chimiques, alors qu'en fait, vous prenez ce bouillon, vous prenez ce cube, ça s'appelle le bouillon cube hein, dans toutes les marques, vous pouvez avoir du goût de cube ou de bouillon avec les éléments que vous avez sous la main. Et notamment le persil, c'en est un. Vous le froissez, vous le mettez dedans. Ça peut être une feuille de laurier qui est juste froissée aussi, mis dedans, du thym, du romarin. Donc essayez d'éviter d'aller chercher ce goût de bouillon. Et vous allez voir tout à l'heure dans le quinoa, où souvent on vous dit de mettre un bouillon de légumes pour cuire le quinoa. Mais moi je vais le cuire à l'eau et je vais vous montrer que tout en fabriquant ma base de légumes, je vais fabriquer mon bouillon presque automatiquement au moment où je vais mettre l'eau. Vous allez comprendre dans un instant quand on va le faire ensemble. Alors, on termine ici. Persil séché. J'ai quelques combats dans la vie, hein, vous savez, j'ai que ça à faire. Hein. Mais la santé, c'est important. On met son persil ici. Ensuite, on va mettre de l'huile. Alors là, j'ai choisi une huile neutre, c'est de l'huile de pépin de raisin. Vous pouvez mettre du tournesol, vous pouvez mettre du colza. Alors juste petite précaution avec le tournesol et le colza, il y a deux façons d'acheter de l'huile de tournesol et de colza, hein. Il y a du bio et du pas bio. Alors je fais jamais l'apologie du bio, je vais vers le bio quand
j'ai envie d'avoir des choses qui ont peut-être un peu plus de goût ou parce que je vais utiliser la peau. En général, je vais aussi dans les marchés vers une agriculture raisonnée. Non, je n'ai pas oublié d'arrêter le flacon, vous inquiétez pas, c'est juste que j'ai besoin de fabriquer une certaine quantité. Puisque ça, vous allez pouvoir le garder à la maison après. Hein. C'est ce que je vous disais quand vous avez du persil qui est en train de flétrir ou un petit peu de pourrir ou de s'abîmer. Vous le mixez dans de l'huile et cette huile, vous la gardez dans un flacon et vous allez pouvoir l'utiliser pour faire plein d'autres choses. Donc, je parlais des huiles bio. L'huile de pépins de raisin, enfin l'huile de tournesol et l'huile de colza bio ont souvent un goût assez prononcé de tournesol, hein, de pipas, donc elles sont souvent très fortes et notamment l'huile de colza aussi, elle a un goût beaucoup plus fort que l'huile de colza que vous achetez non bio en bouteille. Donc méfiez-vous parce que souvent, autant on les utilise en assaisonnement, quand on les utilise sur ce petit mix, on a tendance à avoir quelque chose d'un peu trop fort. Un petit peu comme quand vous montez une mayonnaise à l'huile d'olive, hein, généralement le résultat il n'est pas très bon, ça donne une mayonnaise qui a un goût comme ça très, très métallique. On va se servir d'un petit mixeur plongeur en fait et on va simplement mixer cette préparation. Alors ça demande un petit peu de temps parce que dans de l'eau ça va beaucoup plus vite, dans de l'huile c'est toujours un petit peu plus compliqué. Voilà, j'ai renoncé à parler pendant qu'on faisait du bruit avec les robots parce que ça sert pas à grand chose. Donc regardez, on a une couleur qui va s'intensifier au fur et à mesure en fait que ça va infuser. Je ne sais pas si on voit à l'intérieur. Hop, voilà. Et donc avec cette huile, vous pouvez monter, alors nous ça nous sert de décor et aromatiser la soupe, mais avec cette huile vous allez pouvoir aussi monter des mayonnaises, du coup ça vous fait des mayonnaises toutes vertes et qui ont goût de persil, et partout vous allez vouloir enfermer finalement du persil, au lieu de le hacher, eh bien vous pouvez garder ça dans un pot et aller prendre des choses dedans au fur et à mesure. Donc ça pour l'instant je le laisse ici. On revient sur les bouillons et demande si c'est les cubes de bouillon, si c'est vraiment si mauvais que ça. Alors, évidemment, je fais toujours un peu plus que... Ça, c'est pour vous faire peur, hein, pour que vous arrêtiez d'en acheter. C'est pas... Alors, dans ce cas-là, on ira plutôt vers du bio, bouillon bio, parce qu'aujourd'hui, on a certaines marques qui, effectivement... je ne dis pas que tout est mauvais, il y a certaines marques qui, effectivement, arrivent à déshydrater des légumes, à déshydrater des vrais bouillons de légumes. La seule chose contre laquelle je lutte, et c'est peut-être là où il faut lire un petit peu les étiquettes, c'est tout ce qui... Dès que vous allez voir... les E avec toutes les collections, et je rappelle que le E avec un numéro derrière c'est tout sauf un légume, à partir du moment où vous allez voir qu'il y a des exhausteurs de goût, qu'il peut y avoir des arômes de synthèse, hein. Aujourd'hui par exemple quand vous achetez des chips goût bacon ou goût poulet rôti, le goût poulet rôti c'est pas du poulet rôti, hein, c'est juste un arôme qui est à l'intérieur. Je dis pas que ça développe des maladies, mais à mon avis ça ne doit pas non plus aider notre organisme. Et on regarde aussi les taux de sel et de sucre qu'il y a à l'intérieur. Mais vous allez voir dans la recette qu'on va faire avec le quinoa que bien souvent, ce bouillon cube, moi aussi pendant des années j'ai cru que je ne pouvais pas m'en passer. D'ailleurs, j'ai dû à un moment refaire toutes mes fiches techniques parce que dans toutes mes fiches techniques, à un moment il y avait rajouté un Cubor Knorr. En plus, je citais bien la marque alors que j'avais aucune action avec eux, mais parce que j'achetais du Cubor dans ma famille, mes grands-parents, etc. Jusqu'au jour où j'ai vu une énième émission sur le Cubor et que là je me suis dit, bon, il faut qu'on divorce parce que ça ne va pas le faire. Voilà, donc vous verrez qu'on peut, je ne dis pas que tous les bouillons sont mauvais, il y en a des bio, il y a aussi des bouillons qui ne sont pas en cube, qui ne sont pas déshydratés, qu'on peut acheter déjà aussi tout prêt. Faites confiance à celui qui l'a fabriqué et faites-vous confiance aussi à vous finalement sur ce que vous achetez. Vous n'êtes pas obligé de m'écouter tout le temps. Hein. On revient ici parce qu'on n'est pas loin de la fin. Je vais baisser, on avait dit que quand ça frémissait, bon, forcément c'est du lait entier donc ça fait une petite écume. On vient mélanger le tout et on va faire une première vérification, c'est-à-dire qu'avec un couteau, je vais sortir une pomme de terre et parce que c'est un potage qui cuit assez vite. Regardez, je vais passer au travers. Il y a encore une petite résistance, mais on est sur une pomme de terre qui est quasiment cuite. Hein. C'est un quart d'heure, 20 minutes à préparer. Donc là, je laisse pour que ça aille un petit peu plus vite maintenant. Je vais vraiment baisser pour que ce soit
à ras les pâquerettes. On est sur 2. Et je vais couvrir ici simplement pour que ça puisse finir de cuire. S'il n'y a pas de questions, je vais passer à la suite. Pas de questions. Ouais. Mais merci pour les conseils. Ouais. La personne sera très attentive à l'avenir. Alors les mettez pas tous à la poubelle tout de suite. Hein. Enfin moi si je l'ai fait, hein, j'ai dans mon tiroir, j'ai tout jeté. On passe sur toute la collection de légumes parce que du coup maintenant on va faire le quinoa. Alors je vous rassure, avant d'apprendre à le cuisiner, je n'aimais pas ça non plus. Partout où j'ai mangé du quinoa, j'avais trouvé ça plutôt bof bof. Jusqu'au jour où j'ai eu un échange avec un chef pour lui demander comment on cuisait cette céréale, parce que finalement en France j'ai l'impression qu'on ne savait pas trop le faire. Donc on va la cuire en fait ce qu'on appelle une cuisson pilaf. Je rappelle la définition du pilaf, qui est souvent associé au riz. Le riz pilaf, vous en entendez souvent parler. C'est quand on donne à une céréale juste l'eau dont elle a besoin pour devenir comestible. Donc c'est tout l'inverse d'une légumineuse qu'on va plonger dans un grand bain d'eau. Par exemple, c'est la façon dont on fait le riz la plupart du temps en France. Un grand volume d'eau, on jette le riz à l'intérieur et ensuite on l'égoutte. On est d'ailleurs quasiment le seul pays au monde à faire ça. Et on est surtout le seul pays au monde à ne pas savoir faire cuire le riz. Dans le monde entier, on sait faire cuire le riz. Et je crois qu'en France, alors il y a beaucoup de cocorico, mais pas celui sur la cuisson du riz, où on est plutôt un peu nul. Donc on va lui donner juste l'eau dont elle a besoin. Et en général, l'eau dont a besoin une légumineuse pour devenir comestible, hormis les haricots secs, mais tout ce qui va être lentilles, quinoa évidemment, d'autres céréales, je pense au riz, c'est en général le double d'eau. Voilà. On va juste prendre une petite précaution, c'est que pour l'instant, la céréale, on ne va pas s'en occuper, parce que ce que je veux d'abord, c'est fabriquer une petite base de légumes, et vous allez voir qu'on va aller assez vite dans cette préparation de légumes. Je vais vous montrer une façon de les couper à la main, qui fonctionne très bien, mais qui prend un petit peu de temps. Regardez, là, je fais toujours pareil, hein, un peu de beurre, un petit peu d'huile, et je vais laisser à 2, je vais laisser fondre tout ça. Alors, je vous avais parlé d'un navet boule d'or, que j'affectionne particulièrement, c'est ce qu'on appelle les navets jaunes. Pourquoi j'aime bien utiliser le navet boule d'or? Parce qu'il est un petit peu moins fort que le navet commun, c'est-à-dire le navet violet. En général, les enfants aiment beaucoup, parce qu'il est un petit peu plus sucré, il est un petit peu plus doux. Alors là, je vous montre aussi une autre astuce. J'ai besoin que la moitié de mon légume, donc je vais peler que la moitié de mon légume. Parce qu'après tout, à partir du moment où je pèle, j'oxyde le produit. Alors que là, j'ai besoin que de la moitié. Donc je vais enlever cette partie-là. On va préparer tous nos légumes au fur et à mesure. Donc là, on enlève légèrement la tête. Sur le pied, il ne s'est rien passé, donc je le laisse. Ce navet boule d'or, ensuite, on va le tailler en petits carrés. J'essaye de faire des petits carrés qui se rapprochent au mieux de la taille de mon quinoa, sachant que mon quinoa là pour l'instant il est non cuit. On va le montrer avec une cuillère. Donc c'est en tout petit, alors que quand il cuit, il s'éclate un petit peu, hein, donc il double de volume. Donc vous allez faire une découpe que je vous montre très souvent, c'est-à-dire des tranches. On coupe des tranches dans la longueur, à peu près un demi-centimètre d'épaisseur. Là, et ces tranches-là, vous les récupérez à nouveau dans la longueur pour faire des petits bâtonnets. Alors, ce n'est pas des bâtonnets pour l'apéro, puisque ces bâtonnets, on les récupère à nouveau et on les redécoupe dans la largeur ici pour faire ce qu'on appelle une petite brunoise de légumes, c'est-à-dire juste des petits carrés. Voilà. Vous pouvez faire ça avec la carotte, vous pouvez faire ça avec les champignons, avec le potimarron, le butternut. Maintenant, je vais vous montrer une autre méthode qui va un petit peu plus vite quand on peut avoir mal au bras, on peut avoir mal à la poitrine, on peut avoir mal à la main. Alors, on va se servir d'un petit robot. Je pense qu'on a tous à la maison les petits robots ménagers. Ça, c'est ce qu'on appelle un robot coupe. Alors, on va le mettre ici. Je ne sais pas si on voit bien. Ouais, tu peux te rapprocher du coup. Dedans, j'ai mis ce qu'on appelle une lame en S, c'est-à-dire une lame en inox. Et je vais vous montrer comment faire un petit mix de légumes beaucoup plus rapide. Donc là, du coup, je vais utiliser l'autre partie finalement de mon navet.
Est-ce que du coup il y avait des personnes qui cuisinaient en même temps que nous, qui avaient choisi de... On ne sait pas, non, personne ne sait. Pour l'instant, non, je pense que les personnes prennent des conseils Ouais, et d'accord. cuisineront après. Alors, il n'y a pas le dessert, mais voilà, vous pouvez... Donc, voilà, on a nos petits navets ici. On les met ici. Et je vais faire la même chose avec un petit peu de carottes. Donc, toujours pareil. La cuve, vous allez voir qu'à la fin, j'ai toutes mes épluchures à l'intérieur. Si vous avez des carottes dites nouvelles, vous les grattez juste un tout petit peu. Hein, quand les peaux sont pas très épaisses, on peut tout à fait garder la peau des légumes. Là aussi, quand on sait où on les a achetés, hein, si on est sur un maraîcher qui fait de l'agriculture raisonnée et qui n'a pas utilisé trop de pesticides. Donc l'idée, c'est de le couper à cette taille-là. Voilà, on rajoute dans la cuve. Et je vais mettre un tout petit peu de butternut. Alors le butternut, je l'avais lavé au préalable, il était déjà découpé. Je vais en prendre quelques morceaux. Je vais montrer après qu'on peut faire aussi des champignons, on peut faire plein de choses. Encore une fois, je vais faire du bruit, donc je vais vous expliquer juste avant ce qu'on va faire. On va fermer le couvercle du robot. Et donc en fait, quand vous commencez à mixer avec votre robot, en général, vous mettez sur la vitesse la plus forte. Et donc vous avez un moment, un phénomène un peu de force centrifuge qui fait que tous vos légumes restent en lévitation. Et donc il n'y a rien qui se mixe. Donc en fait, pour faire un petit mix de légumes, il y a un truc très simple, c'est d'utiliser... Moi j'ai une touche qui s'appelle le pulse, c'est-à-dire que quand je vais dans l'autre sens, elle ne tient pas, c'est-à-dire que quand je vais relâcher, ça se remet. Et sinon, on va utiliser ici, en la vitesse 1, sur un temps très court de 10 secondes, on arrête, on attend que les légumes retournent, mais on fait ça 2-3 fois. Je vous montre en image. Voilà, on a tous les légumes qui retournent. Une dernière fois. Voilà. En fait, en utilisant 3 fois 10 secondes, on a beaucoup plus de résultats qu'en ayant mis à fond. Voilà, et regardez, ce qui m'aurait pris plusieurs heures à faire au couteau, finalement, je l'obtiens beaucoup plus rapidement. Alors, on est juste bien d'accord, on va se mettre côte à côte, que je vous parle ici d'une brunoise de légumes et qu'ici, je vous ai parlé d'un petit mix de légumes. Si je montre ça à un chef en lui disant que j'ai fait une brunoise, je vais juste me faire tailler les oreilles en pointe. Hein. Ça, c'est pas une brunoise. C'est des légumes coupés un petit peu, mixés grossièrement. Après, je suis un peu comme vous. Hein. Je rentre du boulot après toute une journée. Alors en plus, moi, je ne fais que des cours de cuisine. Donc en général, j'ai envie de cuisiner le soir, mais des fois, bof, on va dire. Donc je prends mon robot et je pars plutôt là-dessus. Et vous aussi, après une journée au quotidien, ça peut permettre aussi d'aller un petit peu plus vite. Un robot comme ça, on est entre 60 et 70 euros. Les fêtes de Noël approchent, ça peut être une idée cadeau. Et je peux vous dire que je l'utilise dans tous mes cours. Je n'en vends pas non plus, hein, qu'il n'y ait pas de confusion. Mais je peux vous promettre que les deux robots, c'est-à-dire le plongeur et celui-là qui me suivent en permanence, vous vous en servirez et vous feront gagner du temps. Et comme je dis, quand on est un petit peu fatigué ou après une opération importante, on a du mal à utiliser ses bras ou ses poignets ou autre, ben, ça nous sauve la vie. Alors, ici, je ne vais pas laver la petite lame, puisqu'on va continuer de s'en servir. Et regardez, vous vous souvenez, on avait mis ici une cuisson en route. C'est-à-dire on peut remontrer pour ceux qui nous rejoignent, hein, cette histoire de beurre là qui du coup a fondu et que je vais mélanger avec mon huile d'olive, voilà, pour avoir un beurre un petit peu plus costaud. Alors, quand est-ce que je sais que je peux mettre mes éléments? Un petit truc dont on n'a pas parlé tout à l'heure qui est tout bête, c'est que je prends un petit peu des choses que je veux faire cuire, je les mets là, ce que j'appelle un test. Pour l'instant, j'étais en position 2 et là, je vais augmenter mon feu. Et en fait, qu'est-ce qui va se passer tout simplement? C'est qu'à partir du moment où ici, ça va commencer à rissoler, et bien comme j'ai de l'eau dans ces éléments, il va y avoir la rencontre de l'eau et de la matière grasse, ça va commencer à fristouiller, à rissoler, à faire du bruit. Et bien je sais que ce bruit va me dire eh oh chef, c'est le moment de mettre la suite. Alors, comme on ne met pas la suite de suite, on va continuer avec les autres éléments qu'on n'avait pas rajoutés. Là, je vous ai pris un autre élément que je cuisine quasiment tout le printemps, qui est le panais, que j'aime beaucoup aussi. Donc,
le panais, si vous l'utilisez, le panais ça fait partie des carottes. Il faut savoir que la carotte orange est une invention assez récente. Avant les carottes elles étaient blanches. Hein. Carotte orange, je ne sais pas si c'est pour qu'elle soit plus sexy ou plus attractive. Mais la carotte orange c'est quelque chose d'assez récent. Donc ici, ça se garde, hein, c'est parce que j'en ai pas besoin maintenant. Donc pareil, on va le nettoyer. Et j'ai pris aussi une petite carotte de couleur. Vous voyez qu'à l'intérieur elle est toute violette. Quand je vous disais qu'on allait faire un taboulé un peu girly, eh bien la carotte déjà va teinter notre quinoa et puis après la betterave aussi va participer à tout ça. Voilà, alors regardez, ici ça rissole, donc je sais que je peux mettre voilà, la suite du programme. L'idée toujours pareil, c'est de faire revenir un petit peu nos différents éléments. Voilà, j'étale ici. On retourne direction notre robot. Et on va rajouter donc notre panais. Alors ce que je vais faire, c'est que du coup, comme il me reste plein de petites choses sur la planche à découper, eh bien on va en profiter pour se débarrasser de tout ce qui restait là. On nous demande si les carottes ont toutes le même goût. Les différentes couleurs, est-ce qu'elles apportent un goût différent à la carotte? Alors, le panais, c'est pour ça que je le sens aussi à nouveau. Ça a un petit goût ça a une odeur d'eau de Cologne un petit peu, et ça a un goût un peu particulier, ça n'a pas du tout le goût de la carotte. Ensuite, ces carottes dites de couleur, en général, les blanches comme ça et les jaunes, elles ont un petit goût un petit peu plus sucré que la carotte orange, mais en général, on est sur les mêmes goûts. Voilà. La violette également? La violette également, ouais. Ensuite, vous allez avoir, évidemment, si on est sur une carotte de plein champ de producteur, une carotte des sables, c'est des grosses carottes. C'est vrai que moi, ça m'arrive des fois d'aller directement sur les maraîchages et on goûte directement dans le jardin des carottes crues. C'est vrai que ça n'a rien à voir avec une carotte qui a voyagé, qui a été cultivée dans des champs où il y a 5000 hectares de carottes qui ont été faits en même temps. Bien évidemment, on va retrouver, c'est des variétés anciennes, on retrouve une concentration de goût qui est beaucoup plus importante. Allez, là je mets tout ça dans le petit robot, et pareil on va utiliser le petit pulse pendant 3 fois 10 secondes, et du coup je vais en profiter pour mettre aussi ma betterave qu'on va mixer tout à l'heure, je vais la laisser là pour l'instant. Allez, je vous remontre ici, voilà, le petit mix. Et quand je vous dis que le panais c'est un petit peu la vie dure, vous voyez bien que le panais il a un petit peu plus du mal à se décortiquer. Voilà, ça c'est pour le mix de légumes qu'on va mettre à l'intérieur du quinoa. Je vous montre ici aussi une autre petite astuce. Souvent, de ne pas laver aussitôt, c'est plutôt une erreur. Parce que, regardez, là juste avec de l'eau tiède, je vais... on a fait que des légumes. Hein. Voilà, c'est réglé. Et je rappelle que je ne vends pas de robot, hein, qu'il n'y ait pas de confusion. C'est juste pour vous faciliter la vie. Quand vous me dites que les robots c'est compliqué, il faut les sortir, il y a plein de choses à laver, on salit plein de trucs. Regardez, hop, voilà. Tac, tac, tac. Voilà, et c'est terminé. Et évidemment, si j'ai fait une préparation avec de la viande ou du poisson, je vais mettre un petit peu de produit vaisselle, ça va être un petit peu plus long. Mais en général, sur des légumes, ça va assez vite. Allez, je termine ici le petit mix. Tous ces légumes peuvent aussi terminer dans du riz, dans des pâtes fraîches avec des petites crevettes, un peu de citron vert, un peu de gingembre, enfin... Vous avez plein de bases qui peuvent aller s'aventurer dans autre chose. On va bientôt arrêter nos pommes de terre, parce que regardez ici, alors je rappelle qu'elles sont dans du lait,
Voilà, là c'est bon, hein, je passe complètement mon couteau à travers sans aucun souci. Donc là j'éteins mon feu, je couvre. C'est un potage qu'on va mixer quasiment à la dernière minute. Pourquoi? Parce qu'à partir du moment où on mixe le potage, il y a tout l'amidon qui se libère dans le lait et donc il devient collant très très vite et à ce moment-là, on a plus de chances de brûler notre potage au moment où on va le réchauffer. Donc du coup, je garde mon lait qui est bien chaud et je mixe au dernier moment pour avoir le résultat. On va juste rajouter, on revient sur cette idée de bouillon, là je vous ai pris du céleri branche. Donc je rappelle que c'est la même famille que le céleri boule, hein, c'est-à-dire qu'en général, la boule de céleri blanc que vous mangez en céleri râpé, céleri rémoulade, elle est sous la terre, donc c'est celle qu'on vous vend à part, et la branche c'est ce qui dépasse du céleri boule. On est là d'ailleurs un des rares pays à vendre la branche séparément de la boule, alors que quasiment dans tous les pays du monde, vous trouvez sur le marché des boules avec des branches dessus, puisque c'est considéré comme un légume à part entière et on ne le sépare pas. Voilà. On parlait du bouillon, et bien le céleri que je vais nettoyer a une odeur comme ça assez importante elle pourrait rappeler le goût de certains bouillons cubes. Et là maintenant je vais vous parler de deux herbes, le céleri branche, et il y en a une autre dont je vous parle très régulièrement, qui est la livèche. La livèche ça ressemble quasiment à une branche de céleri, c'est juste un petit peu plus fin au niveau de l'épaisseur des feuilles, et c'est aussi un petit peu plus petit au niveau des feuilles. La livèche, on appelle ça, dans notre jargon, on appelle ça l'herbe à magie, en référence au bouillon cube magie, parce que quand vous froissez de la livèche et que vous le sentez les yeux fermés, ça sent à s'y méprendre la même odeur que le bouillon cube. Et vous connaissez déjà mon opinion sur les cubes, donc un peu de livèche qu'on va mixer dedans. Regardez, ici je vais simplement, pour donner du goût à mon quinoa, je vais juste froisser un petit peu ces feuilles pour les rassembler. Et je vais juste couper, émincer rapidement, un peu comme vous auriez fait avec du persil. Et on va rajouter ça dans notre préparation. Voilà. Allez, on a quasiment terminé, puisque l'idée maintenant, c'est juste de faire rissoler gentiment tout ça. Ici. Là, on va rajouter donc notre betterave. Alors la betterave, je vais la faire à part parce que ça se mixe assez rapidement. Là, j'ai choisi de la betterave cuite, mais si vous avez de la betterave crue et que vous ne saviez pas comment l'utiliser, eh bien c'est le moment. C'est-à-dire que vous pelez votre betterave crue comme je l'ai fait avec le navet boule d'or. Vous coupez en petits morceaux, vous la mixez, vous la rajoutez dedans, vous la faites revenir et après c'est elle qui va venir teinter notre quinoa. Allez, on termine avec ça. Et ensuite, je vais vous montrer. Chef, oui. Il y a une question, on nous demande où on trouve la livèche. Alors, la livèche, ça se trouve sur les marchés. Pour ceux qui jouent à domicile à Bordeaux Centre, il y a une adresse dont je parle très très souvent, ça s'appelle la Cabane aux Aromates. On est au marché des Capucins, donc un marché central sur la place de Bordeaux. C'est François Fortin qui fait des aromates de plein de sortes, de cerfeuil, de persil, de coriandre, de citronnelle. Il a de la livèche quasiment en permanence. Sinon, j'ai cru comprendre, je ne suis pas tout le temps fourré dans les grands frais, mais on en trouve pas mal parce qu'il y a pas mal de choses. Vous avez la compagnie fermière à Mérignac, à Gradignan, il faut demander. Mais en tout cas, c'est quelque chose sur les marchés de plein air de campagne, c'est quelque chose qu'on retrouve assez régulièrement. Et sinon, vous demandez à vos maraîchers, et en général, ils s'arrangent pour venir vous la récupérer. Sinon, dans les pépinières aussi, voilà, et vous en plantez dans vos jardins. Par contre, les escargots adorent la livèche, donc faites attention. Alors, on va mixer la betterave. Ici, je vais déjà éteindre mon feu, vous allez comprendre pourquoi. Voilà, on a tous nos légumes qui sont un petit peu rissolés. On les a bien fait suer, comme on dit. Ils ont lâché un petit peu d'eau. Et maintenant, je vais éteindre parce que je vais rajouter mon quinoa à l'intérieur. Et ma betterave.
Là, je peux rien vous cacher hein, avec la caméra. Hein. Voilà. On rajoute notre betterave à l'intérieur. Voilà. Donc je rappelle que j'ai éteint mon feu, que là-dedans on a des navets boules d'or, on a de la carotte, on a du panais, on a du céleri branche. Voilà, amusez-vous avec... là c'était que des légumes de terre, on aurait pu mettre aussi des topinambours, des rutabagas. Enfin voilà, l'automne va nous amener au fur et à mesure plein de nouveaux légumes. Donc j'ai choisi d'utiliser à peu près un verre de quinoa, sachant que là on a du quinoa pour à peu près 4 personnes. Hein. Vous allez voir que le quinoa c'est comme le riz, ça gonfle énormément. Je mets ma céréale directement. Je rappelle qu'on a éteint le feu. Pourquoi? Parce que cette céréale, je ne veux pas la cuire en fait, hein. Je ne veux pas la faire rissoler. Là je ne veux qu'une chose, c'est qu'elle s'imbibe du gras qu'il y avait dans mes légumes. Alors là, à ce stade-là, c'est parfaitement indigeste. Hein. On ne mange pas ce genre de préparation, il va falloir la faire cuire. Donc là, je vais même rajouter un petit peu d'huile d'olive pour graisser en fait ma céréale. Il y a un terme qu'on utilise en cuisine qui s'appelle nacré. Nacré, c'est de faire devenir une légumineuse un petit peu transparente, un petit peu comme de la nacre. Ça s'utilise principalement pour le riz. Voilà. À partir de là, j'ai mon quinoa qui est prêt. On va le saler, un petit peu comme tout à l'heure pour notre soupe. Vous allez voir qu'on n'a plus grand chose à faire. Hein. Hop. Et je vais mettre 2,5 fois le volume d'eau. Donc je rappelle que mon quinoa, je ne l'avais pas rempli jusqu'au bout. Voilà, j'avais un verre, donc je mets 2,5 verres puisque je voulais 2,5 fois le volume d'eau. Et je vais vous montrer que notre bouillon finalement se fait quasiment tout seul. Donc là maintenant vous rallumez. Moi j'ai un booster, donc je vais mettre un petit peu le feu à fond. Là je peux démarrer en 5e parce que là en fait je veux faire bouillir la marmite. Donc là c'est pas gênant de mettre le feu à fond. Et je vais vous montrer la couleur de l'eau. Vous allez comprendre pourquoi j'ai pas besoin de mettre de bouillon. Voilà, parce que simplement, alors là c'est encore plus probant parce que du coup il y a la betterave et la carotte rouge, mais s'il n'y avait pas eu la betterave et la carotte rouge, j'aurais eu un liquide qui aurait été un petit peu jaune. Pourquoi? Parce qu'il y avait les résidus de navet, d'huile d'olive, de céleri et de carotte orange. Donc en fait, si on goûte ce produit-là, maintenant, on a quasiment le goût du bouillon de légumes. Hein. Voilà, ça vient de là. Allez, je remets un tout petit peu d'eau, parce que ça me semble un peu léger, parce qu'il y a beaucoup de légumes dans la préparation. Voilà. Donc vous faites la même chose avec le riz. Le risotto, ça fait partie de la famille des riz pilaf. Enfin, le risotto, on vous explique toujours qu'il faut mouiller avec du légume au fur et à mesure, avec du bouillon de légumes au fur et à mesure. On peut, mais le risotto peut se faire aussi de cette façon-là. On met le riz en une seule fois, le double d'eau, on porte à ébullition tout doucement. Et à la fin, on finira de le travailler avec un peu de mascarpone ou avec un peu de parmesan. Mais on peut le faire en une seule fois. Allez, j'attends juste pour couvrir que l'ébullition soit un petit peu plus prononcée. On en profite pour faire un petit peu de ménage. On va s'intéresser à notre pomme granny, après à notre saumon, et ensuite, finalement, à nos montages. Voilà, ce que je veux, c'est qu'il y ait une parfaite ébullition. Voilà, là je crois qu'on y est. Et maintenant, on va baisser à feu doux. On couvre et on est parti pour une vingtaine de minutes. Ça va assez vite, le temps qu'on fasse le reste. Je m'étais trompé de bouton. Voilà, 20 minutes. Je vous avais demandé d'acheter des pommes granny. Alors je vais juste passer un petit coup d'eau sur ma planche. Voilà. On va juste préparer notre pomme, donc on va la nettoyer un petit peu. Ce que j'aime dans la pomme granny, c'est de garder la peau, hein, parce que c'est aussi pour ça qu'on l'achète, parce qu'elle a une peau comme ça,
verte assez intense. On va juste évider l'intérieur de la pomme. Juste cette partie-là. On va faire la même chose ici et on va faire quelques bâtonnets assez rapides. Je vais prendre un petit cul de poule pour les réceptionner. Et après, on va prendre un petit peu de jus de citron. Alors, regardez, ici, on va partir sur des petits bâtonnets qui vont rejoindre. On disait qu'on faisait un bol, hein, donc tout ça, ça va venir se mettre dessus après. Vous les mettez ici, sur cette partie-là. Si vous n'avez pas la pomme granny, vous prenez... alors les golden, c'est ce qu'il y a de plus courant, mais c'est pas forcément ce qui rentre le mieux en cuisine. Mais on a les Pink Lady, enfin il y a plein d'autres pommes, même les pommes Canada par exemple, qui peuvent donner un très bon goût. On n'oublie pas de les protéger. Alors pour les protéger, pour pas qu'elles s'oxydent, vous avez deux solutions, hein. Soit du jus de citron, qu'on va arroser légèrement dessus, ça va faire comme l'avocat, hein, ça va éviter que ça change de couleur. Soit un petit peu, là vous voyez, je m'avais vu mettre la tête dans mon frigo, et j'ai pas trouvé mon jus de citron, donc je vais mettre un petit peu d'huile d'olive tout simplement. Et comme de tout à l'heure, on va remettre un peu d'huile d'olive aussi sur notre préparation et quelques petites graines, et bien du coup ça va pas changer grand chose à la recette. Voilà, on les laisse là, on les remue un petit peu, voilà, et ça va protéger ma pomme. Bien voilà, je crois qu'on n'est pas trop mal. On va commencer à regarder un petit peu comment on va s'intéresser au potage. Et juste avant, je vais vous sortir le saumon. Donc je vous rappelle qu'on avait fait un saumon tout à l'heure en début d'émission, enfin en début de cours pour faire la préparation. Il y en a un autre que j'avais mis au préalable, donc je vais vous montrer comment on va le nettoyer. Voilà, donc ça c'était l'autre préparation qu'on avait mis au frais une petite heure avant de démarrer notre cours. Donc je rappelle pour ceux qui nous rejoignent qu'on avait fait un mélange de gros sel, de sucre, de baie rose et un petit peu de betterave pour venir colorer un petit peu notre saumon. Je rappelle aussi que les recettes, vous avez les fiches techniques sur l'événement qui est sur la page Facebook, sur le Facebook Live de l'Institut Bergonier. Voilà, quand je vous disais que ça humidifiait, on le voit. Ça, c'est un saumon qui est au frigo depuis 2 petites heures. Et on voit bien que le sel est beaucoup plus humide qu'on l'avait au préalable. Alors, je vais le sortir pour vous montrer. Vous voyez, on avait mis des petits morceaux de betterave dessus. Donc forcément, là où il y a eu de la betterave, ça a fait son travail de coloration. Alors, je vous montre aussi juste à la sortie. Évidemment, là, c'est absolument pas comestible parce que ce serait ultra salé. Donc la petite chose à faire, c'est simplement d'aller passer sous l'eau froide, attention. Voilà. Donc évidemment, cette préparation ne vous sert plus à rien du tout. Et quand je vous parlais de d'autres recettes qu'on peut faire, on peut très bien faire ça avec du magret, avec des magrets de canard. On vient bien les nettoyer, on enlève toute la partie, un petit peu tous les nerfs, tout le côté gras. Pareil, on peut enlever un tout petit peu du gras, le dédoubler, c'est-à-dire en enlever la moitié. Et on fait pareil, un petit mélange de sel, de sucre. Là, on va éviter la betterave ou la nette, on va plutôt mettre du thym ou du romarin. Et on vient enfermer son magret dedans. Là par contre on le laisse facilement 24 heures. Au bout de 24 heures on le sort, on le rince et vous le passez au piment d'Espelette ou au poivre en grains, ce qu'on appelle le poivre mignonnette. Une petite ficelle avec une aiguille et ça se suspend en général dans le frigo plutôt qu'à la cave, voilà, le temps qu'il sèche. Et après quand vous le coupez, vous verrez que vous aurez du magret séché. Vous pouvez faire ça avec le lomo aussi, avec le filet mignon. C'est un petit peu plus complexe mais c'est la même marche à suivre. Alors, si on observe un petit peu, on se rend compte qu'on a
une peau qui a été altérée par rapport à tout à l'heure. En fait, c'est le sel hein, qui a fait son travail, qui a fait cette cuisson par-dessus et qui fait qu'on a commencé à avoir un petit peu quelque chose comme le saumon fumé. Donc ce que je vais faire ici, c'est simplement couper des petites lamelles. Voilà. En général, ça se mange comme ça. Hein. On fait soit des petits carrés de cette façon-là, soit des petites choses. Ça se mange à l'apéro avec du fromage blanc mélangé dans un petit peu d'aneth. Pas forcément salé, parce que ça, c'est quelque chose qui a déjà... comme c'est cuit au sel, ça a quand même déjà un petit goût de sel. Alors, j'ai suffisamment ici pour vous faire au moins une préparation. Donc, ce que je vais faire, c'est en couper un tout petit peu. Le reste, je vais aller le remettre au réfrigérateur. Voilà, ça va nous servir à faire le dressage de tout à l'heure. Et ça, je vais le remettre au réfrigérateur. Voilà, donc on a quasiment tous les éléments. On a notre quinoa. Je vais vous l'ouvrir pour vous montrer, mais en fait, en général, on va jusqu'à la fin de cuisson sans ouvrir. Puisque là, on lui a mis le double d'eau, c'est-à-dire que je veux qu'il ait juste l'eau dont il a besoin pour s'ouvrir complètement. Donc en général, on essaye de ne pas ouvrir pour pas qu'il y ait de déperdition de vapeur à l'intérieur de tout ça. Alors, on va mixer le potage de pommes de terre. Là aussi, je vais vous montrer comment se faire un petit peu moins mal au poignet ou au bras. Dans les choses à éviter aussi absolument, puisqu'on utilise donc ce qu'on appelle un mixeur plongeant, que je vais nettoyer vite fait. Hop. Alors, s'il y a un endroit où il est strictement interdit de mixer, c'est au-dessus des plaques de cuisson. Sauf si vous avez une gazinière et que vous avez une prise à proximité, il n'y a pas de souci. Dans les plaques à induction, il y a énormément d'électronique. Donc quand vous mixez en fait au-dessus d'une plaque à induction, je tiens ça d'un constructeur qui en avait un petit peu marre de voir des dépannages services après-vente. C'est-à-dire que vous allez envoyer plein de vibrations dans votre casserole, parce que ça fait quand même beaucoup de vibrations. Ça envoie des vibrations dans la plaque. Et bien souvent, un risque de panne important vient du fait qu'on vient mixer directement au-dessus des plaques. Alors, on déplace sa casserole pour aller mixer ailleurs. Et moi, je vais vous montrer où je vais me déplacer. Et pour une raison particulière, c'est que du coup, je vais essayer de mettre la cuve un petit peu à la hauteur de mon bras et pas forcément plus haut que mon bras. Auquel cas, à force d'avoir le bras en hauteur, on se fatigue aussi au niveau de l'avant-bras. Donc en fait, on va tout simplement venir se placer au fond de l'évier. Voilà. Ça risque absolument rien. Voilà. Ici, on va filmer de ce côté-là. Et là, vous allez voir qu'on va pouvoir tout simplement mixer. Alors en plus, l'avantage, c'est que s'il y a des petites éclaboussures, on est sur une zone de lavage. Donc, du coup, c'est beaucoup moins contraignant. Voilà. Et là, on va... Donc je vais me taire encore une fois. Alors il y a des choses qu'on peut pas éviter. Je suis désolé au niveau du bruit. On revient en cuisine du coup. Alors dans les petites choses des précautions à prendre. À chaque fois que vous avez quelque chose à mixer, moi j'ai l'habitude de gérer mes quantités. Donc en fait là je savais que ma proportion de lait et de pommes de terre était en adéquation. J'avais pas plus de pommes de terre ou pas assez de liquide. La petite précaution à prendre quand vous avez un doute, avant de mixer, c'est vous prenez une louche, vous retirez un petit peu de bouillon de ce que vous avez dans votre casserole et vous le mettez dans un bol, vous mixez votre préparation et vous serez à même de rajouter ce liquide que vous avez enlevé
si votre préparation est trop épaisse. Qu'est-ce qui se passe la plupart du temps? Vous mixez directement la totalité de ce qu'il y a dans votre casserole. Et s'il y avait trop d'eau ou trop de liquide, vous vous retrouvez avec des choses qui sont trop liquides. Donc si c'est une soupe, ça veut dire qu'il faut refaire cuire une pomme de terre pour rajouter, ce qui est toujours un peu dommage. Donc écartez du bouillon. Si jamais vous n'en aviez pas besoin parce que votre soupe avait la consistance souhaitée, eh bien à ce moment-là, ce bouillon, vous le gardez au réfrigérateur, il vous servira à faire cuire du riz, des pâtes ou autre chose. Voilà, donc faites attention. Autre petite précaution, et moi j'avais vérifié avant sans rien vous dire, et maintenant je vais vous le dire, ce que j'ai fait tout à l'heure. Quand j'ai regardé tout à l'heure mes pommes de terre, j'ai pris soin d'aller traîner le bas de ma cuillère au fond de la casserole. Qu'est-ce que j'ai voulu vérifier? J'ai voulu vérifier si je n'avais pas des pommes de terre qui avaient attaché au fond de la casserole. Parce que le problème avec ce velouté, c'est que comme vous l'avez fait cuire dans du lait, le lait a souvent tendance à attacher un petit peu au fond. Donc auquel cas, tout à l'heure, quand j'ai mixé ma préparation, j'ai fait en sorte de ne pas aller traîner mon mixeur au fond de la casserole parce que j'avais un petit peu de pommes de terre qui avaient attaché. Voilà. Auquel cas, si vous traînez au fond, vous allez décoller toute la partie attachée et vous allez vous retrouver avec un potage qui va avoir plein de petits points noirs à l'intérieur. Donc là, notre potage il est mixé. Je vais vous montrer comment le dresser. Le temps qu'on arrive à la fin de cuisson du quinoa, mais on n'en est plus très loin. Voilà, vous voyez qu'il reste un tout petit peu d'eau et on a une céréale qui s'est, on le voit bien, hein, qui s'ouvre complètement. Alors là, je vous ferai un dressage express puisque du coup, à la maison, ce taboulé, vous allez le laisser refroidir puisque ce bol est plutôt un bol qu'on mange à température ambiante, puisque ça c'est quelque chose qui se mange froid, de la même façon que les petites pommes granny qu'on va mettre au-dessus. Allez, il nous reste une petite demi-heure, je pense qu'on aura terminé avant s'il n'y a pas de questions. Et je vais vous montrer, alors on va faire un petit peu de place pour que tout soit beau. On est sur cette zone-là, là, du coup? Très bien. Pas de questions à l'horizon? Pas de questions. Pas de questions. Voilà. Alors, je vais dresser ici. Ce potage, au mieux, si vous devez le réchauffer à plusieurs reprises, préférez ce qu'on appelle un bain-marie. C'est-à-dire qu'on prend cette même cocotte qu'on va mettre dans une autre casserole dans laquelle il y aura de l'eau et auquel cas vous n'aurez pas ce petit problème d'accrochage au fond. Allez, je vous ai pris deux exemples. Un petit bol ici, voilà, et un ramequin un petit peu plus grand. C'est un potage qui est assez, alors je dirais pas bourratif, mais qui est assez nutritif. Donc en général, quand on a déjà un petit bol de velouté de pommes de terre, on est déjà un petit peu calé. Voilà, donc ça c'est à présenter en amuse-bouche, en entrée. Voilà, petit coup de nettoyage. Et je vais vous montrer comment on s'amuse avec l'huile de persil. Alors, en général, cette huile, vous pouvez la mettre à table à côté. Ce qu'on s'amusait nous à faire au restaurant, c'est qu'en fait on faisait des petits traits comme ça, des petites pointes. Voilà, simplement. Et il y a un truc très rigolo à faire après, c'est d'aller faire en sorte que tout se rejoigne. Voilà. C'est là où ça devient joli en fait. Voilà. Ça vous fait comme une petite constellation, comme un petit tourbillon. Là, je vais nettoyer ici. Donc là, je vous ai fait une version uniquement végétarienne. Si vous voulez mettre un petit peu vous faites quelques petits lardons, vous mettez à l'intérieur un peu de pancetta grillée, un petit peu de bacon, voilà, on peut s'amuser avec ce qu'on veut. Et ça, c'est du poivre, donc ça ne m'intéresse pas. Ce que je voulais, c'était un petit peu de pavot. Les graines, ça c'est super bon pour la santé, pensez toujours à mettre, voilà. Là, je mets un petit peu de pavot bleu, on peut mettre aussi un petit peu de sésame, on peut s'amuser avec ce qu'on veut. Petite graine de tournesol. Et là, donc, on va dresser. Donc,
l'autre bol. Voilà, donc là on a un quinoa qui est complètement cuit. Je vais vous montrer ici, regardez. Vous enlevez un tout petit peu de... Vous enlevez vos lunettes aussi par la même occasion. Voilà, de cette préparation-là. Et regardez, ici je n'ai aucun retour d'eau. Quasiment, j'ai quelque chose de vraiment très sirupeux. C'est-à-dire que ça veut dire que toute l'eau de mon bol a été complètement absorbée. Alors ce que je vais faire, on va l'arrêter. On va prendre un saladier dans lequel je vais enlever un peu de cette céréale. Voilà, pour la refroidir un petit peu rapidement. Donc je rappelle qu'ici on a mis du navet, du céleri, on a la betterave qui donne ce petit côté tout rose. Alors la betterave, il y a deux façons de le faire. Soit vous la mettez comme j'ai fait tout à l'heure, c'est-à-dire mixée et cuit au moment, soit vous la mixez un petit peu plus fort, ce qui va faire un jus de betterave, une petite purée assez fine de betterave que vous allez rajouter dans le quinoa froid, ce qui va quand même venir préalable teinter la céréale. Pourquoi je vous parle de ça? Parce que là on est sur un cours où vous n'avez pas l'odorama, c'est moi qui l'ai du coup, qui en bénéficie. Quand on cuit la betterave, à chaque fois que j'ai soulevé le couvercle, on a une odeur, cette odeur de terre que peut provoquer la betterave, qui peut être assez dérangeante parce que du coup le fait qu'on ait chauffé la betterave, il y a une odeur un petit peu plus forte. Voilà, donc si c'est une odeur, et on sait que quand on est en traitement ou en post-traitement, on peut être très dérangé par les odeurs, donc vous pouvez mettre votre betterave après. Voilà. Donc ici j'attends que ça refroidisse un tout petit peu. Allez, on va le mettre là 2 petites minutes, comme ça le temps que je prépare les autres éléments. Là aussi, j'avais préparé une petite version mini et une version un petit peu plus grande. On va récupérer notre pomme granny. On va récupérer notre saumon. Donc, je rappelle ici que pour le dressage, je suis en train de faire sur une préparation légèrement tiède, puisque ça vient juste sortir de la casserole. En général, cette préparation, vous allez aller la mettre un petit peu au frais, vous la laissez à température ambiante, le temps qu'elle vienne s'aérer un tout petit peu. Voilà. Et ensuite, on dresse dans son bol. Le quinoa, donc qui en refroidissant va aussi s'égrener beaucoup plus facilement. Allez, moi, point. Cherchez pas à tasser les choses, hein, faites des choses qui restent un petit peu aérées. Voilà. Hop. Voilà. Et ensuite, on vient disposer. Alors là, je vous ai pris un bol à fond un petit peu noir parce que souvent, avec le orange et le rose du quinoa, ça fait revenir un petit peu les choses. Ici, on pourrait faire des choses un petit peu en torsade. Si je l'avais coupé de façon un petit peu plus fine aussi, on aurait pu tout simplement avoir des petits rouleaux de quinoa. Regardez, on essaye de faire des jolies présentations parce que ça participe aussi à l'envie qu'on va avoir de manger les choses. Et je vous rappelle tout à l'heure qu'on avait des petits bâtonnets de pommes granny, voilà, pas besoin d'en mettre des tonnes, qui vont venir décorer un petit peu notre assiette. Et celui-là, on va faire le planter du bâton et ça suffira bien. Voilà. On était parti sur la thématique du pavot tout à l'heure. Eh bien, on peut aussi... Le pavot, ça va très bien avec les... Ah ben voilà, je vous disais que le quinoa était cuit, ben... Je l'ai sorti une toute petite minute avant. Voilà. Et moi j'aime bien remettre un tout petit peu, quelques petites gouttes d'huile d'olive parce que ça donne toujours un très bon goût aux choses.
Voilà, il n'y a plus qu'à faire une photo, à poster sur Instagram ou sur les réseaux sociaux. En tout cas, nous, c'est ce qu'on va faire. On va faire une jolie petite photo tout à l'heure. Je redemande à nouveau s'il y avait des petites questions, non? Personne ne s'est manifesté. Pour le moment, ouais, je pense qu'on est très attentifs. Alors, quelques petites annonces avant qu'on se quitte. On était ensemble en direct jusqu'à 17h. Voilà, on va finir avec un petit quart d'heure, 20 minutes d'avance. Pour vous rappeler plusieurs choses. Le prochain cours va avoir lieu le 3 novembre. On sera toujours, j'avais demandé aux filles de faire 3, mais du coup j'avais retenu, 3 novembre. De toute façon, on refera un événement sur le Facebook de l'Institut Bergonié. Je vous invite à liker la page, comme ça vous recevrez les informations directement. On fera aussi, l'événement sera partagé sur la page Chef Jésus. On essaiera de la relayer aussi avec nos amis blogueurs et blogueuses sur les réseaux sociaux. On a cette chance dans, entre guillemets, notre malheur de ne plus être ensemble aujourd'hui, et je vous rappelle que vous me manquez énormément parce que cette aventure de 7 ans avec l'Institut Bergonié, d'avoir des cours une fois par mois, ici à l'atelier, des petits foot tours qu'on fait en ville ou au Capucin une fois par an, parce qu'on a aussi nos sorties scolaires finalement avec le groupe. On les reprendra, je vous le promets, qu'on se reverra tous et dès que la situation sanitaire le permettra. Et puis je remercie encore une fois l'Institut Bergonié, je remercie Pomona qui nous suit quasiment depuis le début et qui nous permet, voilà, parce qu'il faut toujours des sous derrière tout ça pour pouvoir travailler. Il y a des moyens techniques, il y a des moyens humains, donc il faut des moyens pour faire tourner tout ça. Et puis on attend votre avis. Tout ce qu'on fait avec vous, c'est nouveau, hein. Je ne suis pas un adepte des cours en ligne. J'essaye de vous donner tout ce que je peux. Je suis plus à l'aise dans la parole parce que pour ceux qui me connaissent, je suis sur France Bleu Gironde tous les matins depuis 9 ans dans une quotidienne qui parle de cuisine. Donc ça, pour parler, j'ai pas trop de soucis. Après, l'image, j'espère que vous n'êtes pas trop ennuyés, que j'ai su vous montrer des petites choses. Donc n'hésitez pas à nous donner votre avis. Est-ce que le format est trop court? Est-ce que le format est trop long? Est-ce que les recettes, vous voulez plus de détails? Est-ce que vous voulez avoir les recettes plus tôt parce que vous voulez avoir le temps de faire les courses? Tout ça, vous passez par Messenger sur la page de l'Institut Bergonié. On se fera un plaisir de collecter vos infos, vos questions, de vous répondre. On se fera un plaisir de s'améliorer si on peut. Voilà, et je vous embrasse. J'espère que vous avez passé un bon moment. On va appuyer sur le bouton enregistrement à la fin du live. On espère que ça fonctionnera et qu'on pourra vous l'avoir en rediffusion, comme on dit nous en radio, en podcast, pour que vous puissiez revenir avec vous. Je vous embrasse très fort et je vous dis au 3 novembre pour un prochain Facebook Live. Bye bye. Je prends juste la parole pour remercier sincèrement tous les participants et te remercier toi, Chef Jésus. Merci. De nous donner cette possibilité de faire ça avec toi pour nos patients et pour un peu plus largement maintenant. Ben oui, du coup, il n'y a pas que les patients de Bergonié, voilà. Tous ceux qui passent par la page Facebook de l'Institut Bergonié. Bergonié. Merci à toi. À bientôt. À bientôt. Bye bye.